C'est clair qu'il y a effectivement cette stratégie de côté américain de vouloir incarner finalement le leader du monde libre pour remobiliser, reconvoquer une expression qui symbolisait la guerre froide, et aussi en même temps ce monde unipolaire où finalement les États-Unis devaient établir un ordre international fondé sur la démocratie et ses valeurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la situation, la scène internationale est beaucoup plus complexe. Elle est beaucoup plus complexe, ne serait-ce que parce que les démocraties occidentales ne disposent plus du magistère moral dont elles pouvaient s'enorgueillir à une certaine époque, et les États-Unis en particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un certain nombre de précédents, dont l'invasion de l'Irak en 2003, qui a fait la démonstration qu'une grande démocratie comme les États-Unis était tout à fait capable, au nom de ses intérêts, de faire valoir finalement ses intérêts contre le droit international, contre un peuple, contre un État souverain. Donc tout cela, ça a imprégné la conscience universelle. Et aujourd'hui, comme ça a été rappelé, les démocraties occidentales, européennes comprises, vivent une forme de crise profonde, notamment avec la montée de différentes formes d'extrémisme, mais aussi dans cause d'une difficulté à incarner une forme d'exemplarité dans leur rapport aux valeurs démocratiques et au respect du droit. Et lorsqu'ils mobilisent précisément l'Ukraine et Israël, dans l'un et dans l'autre cas, ce ne sont pas des exemples précisément en matière d'état de droit démocratique. Côté ukrainien, il y a un problème côté corruption. Il y a un phénomène endémique qui est ancré dans le régime ukrainien. Et côté israélien, vous avez une démocratie élective, mais qui conjugue avec une politique coloniale, avec un État colonial qui bafoue le droit international depuis des décennies. Et donc c'est difficile de construire ce schéma un peu manichéen, le bien contre le mal, lorsque dans votre camp vous avez des régimes qui développent de tels tares. D'où vient une telle idée ? Je veux dire, il faut plus que du volontarisme côté Biden pour lancer une telle idée en pleine guerre à Gaza, menée par l'armée israélienne, son allié stratégique majeur. Eh bien, l'idée, en fait, moi je l'explique par un élément très simple, c'est qu'il y a une élection présidentielle aux États-Unis l'année prochaine et que vous avez une part substantielle de la jeunesse démocrate aux États-Unis qui, en fait, se départit de plus en plus, s'éloigne de plus en plus de ce principe suivant lequel les États-Unis devraient soutenir inconditionnellement Israël. Oui, il y a une pression de son opinion publique, c'est vrai. Exactement. Et pas n'importe quelle opinion publique. Vous avez, à la limite, si c'était la jeunesse républicaine, ce serait moins problématique pour lui. Mais non, c'est au sein de son propre camp, il y a ce phénomène de montée en puissance de la cause palestinienne, si j'ose dire, auprès d'une jeunesse qui n'est plus prête précisément à s'aligner sur le soutien inconditionnel à Israël. Là, vous avez un sondage qui date d'aujourd'hui ou d'hier, publié par NBC aux États-Unis, suivant lequel 70% des 18-34 ans aux États-Unis ne soutiendraient plus la position américaine sur le conflit israélo-palestinien. C'est une nouvelle donne. C'est une nouvelle donne pour la politique américaine, pour sa politique étrangère, et en particulier pour une présidence démocrate. Vous voyez ? Donc, forcément, il est dans une position un peu délicate, où d'un côté, il est sommé à cause d'une continuité politique et d'une alliance stratégique de soutenir Israël, et de l'autre, il a une donnée politique interne dans la perspective des élections à venir, où il ne peut pas faire fi de la mobilisation de cette jeunesse. Vous avez vu les images des manifestations qui ont pris une dimension nouvelle. Moi, j'ai pas de souvenir de manifestations de cette nature aux États-Unis pour soutenir les Palestiniens. Donc c'est un nouvel élément, il est obligé de prendre en considération cet élément. Pas sûr que ça soit suffisant pour remettre en cause à court terme le soutien conditionnel à Israël, mais il n'empêche, en vue des élections présidentielles à venir, il sera obligé d'apporter certains gages. Ça donne ce type de déclaration. Voilà pour le contexte politique. Premièrement, l'autorité palestinienne qui gère les territoires palestiniens en Cisjordanie est démonétisée, elle a perdu sa légitimité politique, démocratique, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle n'est plus fondée sur une élection démocratique, puisque les dernières élections datent de je ne sais plus combien d'années, 2006, donc il n'y a plus cette assise démocratique, et que deuxièmement, elle est rejetée par les Palestiniens eux-mêmes, parce que cette population accuse les dirigeants de l'autorité palestinienne d'être corrompus, au sens financier du terme, voire même politiquement, au sens où ils seraient de simples collaborateurs, si j'ose dire, de fait, vis-à-vis de l'occupation israélienne. Donc, l'autorité palestinienne, au jour d'aujourd'hui, telle qu'elle existe et telle qu'elle est incarnée par Mahmoud Abbas,
délégitimé. Côté Hamas, ce n'est plus un partenaire ou un partenaire viable pour une négociation avec Israël, eu égard à ce qui s'est passé le 7 octobre. Comment on va faire pour neutraliser le Hamas politiquement, vu qu'il existe matériellement, je veux dire socialement, humainement, dans la réalité palestinienne? Ça va être difficile. Comment les Israéliens pourraient accepter la participation directe ou indirecte du Hamas dans les futurs et éventuels pourparlers? Et en fait, la voie, forcément, sera tierce. Il y aura une troisième voie et tous les yeux se tournent vers un personnage charismatique, Marwan Barghouti, qui est emprisonné par les Israéliens et qui réussit ce tour de force qui consiste à transcender finalement les clivages politiques entre Fatah et Hamas et qui pourrait précisément incarner, pas de titre exact, même s'il est issu du Fatah, oui. Il n'est pas dans une logique conflictuelle avec le Hamas, mais il n'appartient pas au Hamas. Mais il est quand même emprisonné pour des actes que les Israéliens qualifie de terroriste, mais c'est discuté, il n'a jamais reconnu les actes pour lesquels il a été condamné, et il bénéficie d'une aura à la fois internationale et interne, palestinienne. Et donc, là aussi, les modérés se tournent leur regard vers lui, il pourrait incarner cette figure palestinienne qui transcenderait les clivages et qui pourrait finalement mener des négociations viables.